Le 24 février 1525 au petit matin, dans la brume glaciale qui enveloppe les terres boueuses de Lombardie, l'armée française se réveille en sursaut. Des bruits sourds résonnent dans l'obscurité. Quelque chose ne tourne pas rond. François Ier, roi de France depuis 10 ans, vient de vivre la nuit la plus fatale de son règne sans même le savoir. Remontons quelques mois en arrière pour comprendre comment le royaume de France s'est retrouvé dans cette position périlleuse. François Ier ne peut pas résister à l'appel de l'Italie. Depuis 1494, les rois de France tentent de conquérir le Milanais et Naples. C'est devenu une obsession dynastique. François a déjà goûté à la gloire, avec sa victoire éclatante de Marignan en 1515, 10 ans plus tôt. Cette bataille lui a donné le Milanais et l'a transformé en héros chevaleresque. Mais l'Italie est un territoire instable, un échiquier où les alliances changent au gré des saisons. En 1521, les choses se compliquent sérieusement. Charles Quint, empereur du Saint-Empire romain germanique et roi d'Espagne, possède déjà un empire colossal qui encercle la France. Les Pays-Bas au nord, l'Espagne au sud, les territoires allemands à l'est. Charles veut aussi l'Italie. Le pape Léon X s'allie avec lui. Les défaites s'enchaînent pour François. La bataille de la Bicoque en 1522 est une humiliation. Le maréchal de Lautrec doit battre en retraite. Le chevalier Bayard, symbole vivant de l'honneur français, meurt en 1524 lors de cette retraite désastreuse. Mais ce qui rend la situation encore plus dramatique, c'est la trahison du connétable de Bourbon. Charles III de Bourbon n'est pas n'importe qui. Il commande les armées françaises. Il est connétable, la plus haute charge militaire du royaume. Il est aussi immensément riche, probablement le plus puissant seigneur de France après le roi lui-même. Ces domaines couvrent une partie considérable du centre de la France, le Bourbonnais, l'Auvergne, le Forez, la Marche, le Beaujolais, la principauté des Dombes. À la bataille de Marignan en 1515, c'était lui qui dirigeait l'armée aux côtés de François Ier. La victoire était aussi la sienne. Mais en 1521, sa femme Suzanne de Bourbon meurt. Le connétable se retrouve sans héritier. Louise de Savoie, la mère de François Ier, réclame alors l'héritage. Elle est cousine de la défunte. Mais il y a plus que des questions juridiques dans cette affaire. Selon les rumeurs de l'époque, Louise aurait été amoureuse du connétable et aurait mal vécu son rejet. Vraies ou fausses, ces histoires empoisonnent les relations. François Ier soutient sa mère. Il fait saisir les biens du connétable et intente un procès contre lui devant le Parlement de Paris. Le connétable se sent humilié, trahi par le roi qui l'a servi avec honneur. En 1523, Charles de Bourbon franchit le pas irréversible. Il entre en contact secret avec Charles Quint et Henri VIII d'Angleterre. Ensemble, ils préparent même un plan pour démembrer la France. Le connétable épouserait la sœur de l'empereur et recevrait un royaume formé de ses anciennes terres augmentées du Dauphiné et de la Provence. François Ier apprend les tractations. Le 5 septembre 1523, il ordonne l'arrestation de son ancien compagnon d'armes. Mais Bourbon s'enfuit de justesse. Il quitte la France déguisée et rejoint les lansquenets allemands qu'il avait secrètement recrutés. La France perd ainsi son meilleur général, qui passe au service de l'ennemi juré. Voilà donc le contexte tendu dans lequel François Ier décide de retourner en Italie à l'automne 1524. Ses conseillers militaires expérimentés, le maréchal de la Palisse et Louis de la Trémoille, le mettent en garde. La situation diplomatique est catastrophique. La France est isolée. Henri VIII est hostile. Le pape s'est retourné contre François. Charles Quint dispose de ressources immenses. Mais Guillaume de Bonnivet, l'amiral de France, pousse le roi à l'offensive. Il veut reconquérir le Milanais. François Ier écoute Bonnivet plutôt que ses vétérans prudents. C'est la première d'une série de décisions fatales. L'armée française franchit les Alpes et entre en Italie. Elle compte environ 28 000 hommes. Cavalerie lourde composée de chevaliers français, mercenaires suisses réputés pour leur discipline, lansquenets allemands, fantassins français. François dispose aussi d'un atout majeur. Une artillerie formidable dirigée par Galliot de Genouillac. Ce vétéran de 60 ans est le grand maître de l'artillerie de France depuis 1512. C'est lui qui a contribué à la victoire de Marignan avec ses 60 canons de bronze. Son expertise est inestimable.
Le 26 octobre 1524, Milan tombe aux mains des Français sans grande résistance. La victoire semble facile. François Ier, confiant, décide alors d'assiéger Pavie, l'ancienne capitale lombarde située à 30 km au sud de Milan. La ville est défendue par Antonio de Leiva, un capitaine espagnol expérimenté, avec une garnison de 6000 hommes. Le siège commence le 27 octobre 1524. Pavie résiste. Les murs sont solides. De Leiva organise une défense acharnée. Les semaines passent, novembre, décembre, janvier. L'hiver lombard est rude. Les soldats français occupent les monastères et les villages autour de la ville. Ils pillent pour se nourrir. Le moral commence à baisser. Les mercenaires suisses réclament leur solde. L'argent manque. François Ier commet alors une erreur stratégique majeure. Il affaiblit son armée en détachant des contingents vers Naples et vers Savone. Il se prive ainsi de milliers d'hommes au moment où il en aurait le plus besoin. Fin janvier 1525, la situation bascule. Des renforts impériaux arrivent devant Pavie. Ils sont commandés par Charles de Lannoy, vice-roi de Naples et premier conseiller de Charles Quint. Avec lui se trouve le marquis de Pescara, un brillant général espagnol, et Charles de Bourbon, le traître, maintenant lieutenant général de l'empereur. L'armée impériale compte environ 23 000 hommes. Mercenaires allemands, arquebusiers espagnols, cavalerie italienne, chevaliers comtois. Comme l'armée française, c'est une mosaïque de nationalités. On parle français, espagnol, allemand et italien dans les deux camps. Il n'y a pas d'uniforme distinctif. Les deux armées se retrouvent face à face. Les Français sont retranchés dans le parc de Mirabello, un ancien domaine de chasse des ducs Visconti qui s'étend sur plusieurs kilomètres. Ce parc est entouré d'un long mur d'enceinte. Les impériaux s'installent à l'extérieur. 3 semaines de tension s'écoulent. Escarmouches, coups de main, mais pas de bataille décisive. La situation des impériaux se détériore rapidement. Leur armée manque de ravitaillement. Les soldats espagnols supplient qu'on parte chercher de la nourriture. Les lansquenets allemands commencent à déserter. Les chevaliers réclament le combat. La garnison de Pavie est elle aussi à bout de ressources. Le marquis de Pescara écrit à Charles Quint que tout le monde meurt de faim, que la situation est désespérée. S'il ne tente rien rapidement, l'armée impériale se disloquera d'elle-même. Le 20 février 1525, François Ier réunit son conseil de guerre. Ses vétérans, la palisse et la trémoille, conseillent la prudence. Ils perçoivent la faiblesse de l'ennemi. Il suffit d'attendre. L'armée impériale s'écroulera sous le poids de ses problèmes logistiques. Mais le roi n'est pas d'humeur à attendre. Il a déjà passé 4 mois devant Pavie. Les mercenaires suisses menacent de partir s'ils ne sont pas payés. François décide de rester sur la défensive, mais il veut être prêt à en découdre si l'occasion se présente. Les généraux impériaux, Lannoy, Pescara, Bourbon et Antonio de Leiva, enfermés dans Pavie, prennent une décision désespérée. Il faut forcer le destin, tenter le tout pour le tout. C'est la bataille ou la dissolution de l'armée. Ils préparent un plan audacieux. Dans la nuit du 23 au 24 février, ils feront une brèche dans le mur d'enceinte du parc, à plusieurs kilomètres du camp français. Ils surprendront les Français à l'aube. Antonio de Leiva sortira de Pavie pour prendre l'armée royale à revers. La nuit du 23 février 1525 est froide et brumeuse. L'obscurité est totale. Les impériaux se mettent en marche en silence. Ils longent le mur du parc jusqu'à son extrémité nord. Là, des sapeurs ouvrent 3 brèches dans la muraille. Les opérations prennent du temps. Le bruit alerte les sentinelles françaises. Mais il est trop tard. Les impériaux commencent à pénétrer dans le parc. Au petit matin du 24 février, jour de la Saint-Mathias, les Français découvrent l'ennemi à l'intérieur de leur ligne. François Ier est réveillé en urgence. Il doit prendre une décision rapide. Rester retranché derrière ses fortifications ou marcher à la rencontre de l'ennemi. Le roi de France n'hésite pas. Il ordonne à ses troupes d'avancer. Il va chercher l'ennemi. Les deux armées s'affrontent dans le parc de Mirabello. Le terrain est boueux, détrempé par les pluies d'hiver. La brume matinale limite la visibilité. Les impériaux progressent par colonnes. Les lansquenets allemands forment des carrés serrés, hérissés de piques. Derrière eux, les arquebusiers espagnols. Sur les flancs, la cavalerie. L'artillerie française entre en action. Galliot de Genouillac fait pointer ses canons vers les carrés de lansquenets.
Les premiers coups de feu résonnent. L'effet est dévastateur. Les boulets de fer labourent les rangs serrés des mercenaires allemands. Les sources de l'époque rapportent des détails macabres. Des hommes sont littéralement déchiquetés, des membres arrachés. Les lansquenets subissent des pertes terribles. Ils tentent de progresser, mais l'artillerie les cloue sur place. Certains cherchent refuge dans la dépression formée par le lit de la rivière vers Navola. L'avancée impériale est stoppée. Pendant ce temps, la cavalerie légère française neutralise l'artillerie espagnole qui n'a pas encore eu le temps de se mettre en batterie. La situation semble tourner à l'avantage de François Ier. Ses canons massacrent l'infanterie ennemie. Ses cavaliers ont mis hors d'état de nuire l'artillerie adverse. Les impériaux sont pris dans un piège mortel. Galliot de Genouillac fait si bien jouer son artillerie que l'ennemi se sent gravement endommagé. Brantôme, chroniqueur de l'époque, rapporte que si François Ier avait écouté son maître de l'artillerie, il n'aurait peut-être pas perdu la bataille de Pavie. Mais le roi ne laisse pas l'artillerie finir son travail. C'est ici que se joue le destin de la France. François Ier décide de charger avec sa cavalerie lourde. C'est l'esprit chevaleresque qui parle. La gloire ne sera pas assez grande s'il laisse les canons gagner la bataille. Il veut l'éclat du combat rapproché, la charge des chevaliers, lance au poing. À 30 ans, François Ier est dans la fleur de l'âge. Il se souvient de Marignan, de la victoire glorieuse de 1515. Il veut revivre ce moment d'ivresse. Le roi rassemble sa cavalerie lourde. Les chevaliers français, chacun accompagné de plusieurs archers montés, forment une masse imposante. Ce sont des guerriers lourdement armés, protégés par des armures complètes, montant des destriers puissants. Ils représentent l'élite militaire de la France. François se met à leur tête. Il lance sa monture au galop. Mais en chargeant, la cavalerie française passe devant l'artillerie de Galliot de Genouillac. Les canonniers doivent immédiatement cesser le feu. Ils ne peuvent pas tirer sur les impériaux sans risquer de faucher leurs propres chevaliers. L'artillerie française, qui était en train de gagner la bataille, se retrouve neutralisée par son propre camp. Les impériaux, qui étaient sur le point de s'effondrer sous le feu de l'artillerie, reprennent leur souffle. Ils voient la cavalerie française charger droit sur eux. Le marquis de Pescara, chef de guerre expérimenté, réagit rapidement. Il fait avancer ses arquebusiers espagnols. Ce sont des soldats armés d'arquebuses, des armes à feu portatives relativement nouvelles. Moins précises que les arcs, mais terriblement efficaces contre des cibles massives. La charge française enfonce d'abord l'avant-garde de la cavalerie impériale. François Ier se sent invincible. Il se tourne vers Thomas de Foix-Lesquin qui chevauche à ses côtés et déclare qu'il est désormais le seigneur de Milan. La victoire semble à portée de main. Le roi ordonne à ses chevaliers de s'arrêter pour reprendre leur souffle avant la suite de la bataille. C'est à ce moment que tout bascule. Les arquebusiers espagnols ouvrent le feu. Environ 1500 d'entre eux tirent sur l'arrière de la cavalerie française. Les balles sifflent dans l'air brumeux. Les chevaux s'effondrent. Les chevaliers en armure lourde chutent dans la boue. Une fois à terre, ils peinent à se relever. Les arquebusiers continuent de tirer, méthodiquement, froidement. La cavalerie française, qui était la fierté du royaume, se retrouve prise au piège. Les piquiers allemands se reforment. Les chevaliers comtois et la cavalerie légère italienne encerclent les Français. Le terrain boueux et marécageux complique encore la situation. Les chevaux s'embourbent. Les chevaliers ne peuvent plus manœuvrer efficacement. Ce qui devait être une charge glorieuse se transforme en cauchemar. Le reste de l'armée française commence à se disloquer. Les mercenaires suisses, voyant la cavalerie en difficulté, décident de se retirer. Ils n'ont pas été payés depuis des mois. Ils n'ont aucune raison de mourir pour un roi qui ne les a pas rémunérés. Le duc d'Alençon, qui commande la réserve de cavalerie lourde avec 400 hommes d'armes, prend aussi la fuite sans avoir combattu. Son inaction sera jugée honteuse. Il mourra plus tard de honte des reproches qu'il s'adressera lui-même. Antonio de Leyva choisit ce moment pour sortir de Pavie avec sa garnison. Il prend l'armée française à revers, comme prévu dans le plan impérial. L'étau se referme. La nouvelle de la capture du roi commence à circuler, bien que ce soit encore faux à ce moment-là. La panique se répand. Les soldats français se débandent. C'est la déroute. François Ier refuse de fuir. Entouré d'une poignée de fidèles, il continue à se battre avec acharnement. Ses meilleurs capitaines meurent autour de lui. Le maréchal de la Palisse tombe foudroyé. L'amiral Bonnivet, celui qui avait poussé le roi à cette campagne italienne, est tué.
Louis de la Trémoille, qui s'était battu toute sa vie pour la France et avait revêtu son armure à 75 ans, meurt lui aussi. René de Savoie, oncle du roi, est étouffé sous son cheval. François de Lorraine tombe, Thomas de Foix. La haute noblesse française est décimée. Le cheval du roi est tué sous lui. François Ier chute lourdement, mais il se relève. Il reçoit une blessure au visage, vers le sourcil. Une autre blessure à la main droite. Une troisième au bras. Sa cuirasse est criblée de coups d'arquebuse. Mais il tient encore. Il tue de sa propre main les ennemis qui s'approchent trop près. C'est un spectacle à la fois héroïque et tragique. Le roi de France, cerné, blessé, mais refusant de céder. Finalement, accablé par le nombre, épuisé, François Ier est contraint de se rendre. Plusieurs soldats l'entourent. Ils ne connaissent pas l'identité de leurs prisonniers. 5 hommes sont crédités de sa capture. Le gentilhomme basque Juan de Urbieta, le français de la Motte, qui est proche du connétable de Bourbon, le comtois Jean d'Andelot, premier écuyer de Charles Quint, un chevalier italien nommé César Ercolani de Forlì. Il y a confusion dans le chaos de la bataille. François Ier demande à parler au vice-roi de Naples, Charles de Lannoy. On appelle Pompeyran, un officier français au service de l'empereur qui fait venir Lannoy. Quand on propose au roi de se rendre au connétable de Bourbon, le traître François Ier frémit de colère. Il jure qu'il mourra plutôt que de se rendre à ce félon. Lannoy arrive finalement. Le roi lui remet son épée. Le vice-roi la reçoit à genoux, baise la main du prince et lui donne une autre épée en échange. François Ier est officiellement prisonnier de Charles Quint. En traversant le champ de bataille, les impériaux font observer au roi que tous ses gardes suisses se sont fait tuer dans leur rang. Ils sont couchés morts les uns près des autres, n'ayant pas bougé de leur position. François Ier, malgré sa défaite et son humiliation, reconnaît leur bravoure. Il déclare que si toutes ses troupes avaient fait leur devoir comme ces braves gens, ils ne seraient pas prisonniers, mais ce seraient les impériaux qui seraient les siens. La bataille de Pavie a duré guère plus d'1 heure. Mais cette heure a changé le destin de l'Europe. L'armée française est anéantie. Plus de 10 000 morts et blessés. La fine fleur de la noblesse française a péri. Le roi lui-même est captif. C'est le 3e souverain français à être capturé sur un champ de bataille. Après Jean II le Bon, pris par les Anglais à Poitiers en 1356, et Louis IX fait prisonnier en Égypte en 1250. François Ier est d'abord conduit à la Chartreuse de Pavie. Les moines sont au chœur pour les vêpres. Quand ils arrivent au verset du psaume 118, « Bonum mihi quia humiliastime, Domine » « Il est bon pour moi que tu m'aies humilié, Seigneur ». Le roi les devance et entonne le verset à haute voix. Même dans la défaite, il montre une certaine grandeur d'âme. Le lendemain de la bataille, François Ier écrit à sa mère, Louise de Savoie, qui assure la régence du royaume en son absence. C'est une longue lettre, mais la postérité n'en retiendra qu'une phrase devenue célèbre. « Madame, pour vous faire savoir comment se porte le reste de mon infortune, de toute chose ne m'est demeuré que l'honneur et la vie qui est sauve. » Cette formule sera plus tard raccourcie en « Tout est perdu fort l'honneur ». Elle deviendra le symbole de la dignité du roi dans l'adversité. La nouvelle de la capture du roi jette la France dans la consternation. Le royaume se trouve dans un grand péril, le trésor est épuisé, la principale armée est détruite, les frontières sont menacées. Charles Quint et Henri VIII pourraient en profiter pour envahir le pays. Mais Louise de Savoie se montre à la hauteur de la situation. Elle ne désespère de rien. Elle rassemble les débris de l'armée sous le commandement du marquis de Saluces et les positionne sur la frontière des Alpes. Le duc d'Albanie, qui commandait une expédition vers Naples, est ramené en Provence avec ses troupes. La régente bénéficie d'un soutien inattendu. Henri VIII d'Angleterre, qui était allié de Charles Quint et devait attaquer la Picardie, change brusquement de camp. Il commence à craindre que la captivité de François Ier ne serve qu'à accroître démesurément la puissance de l'empereur. Le même calcul traverse l'esprit des États italiens. Le pape Clément VII, la République de Venise et le roi d'Angleterre forment une ligue pour s'opposer à Charles Quint. Cette alliance sera plus tard nommée la Ligue Sainte. François Ier est transféré de Pavie en Espagne. Il voyage d'abord vers Gênes, puis est embarqué sur une galère qui le conduit à Villefranche, près de Nice, puis en Espagne.
Il arrive finalement à Madrid où il est enfermé dans un château. Sa captivité sera longue et pénible. 6 mois dans ce château triste et inconfortable. Il tombe gravement malade. Les médecins craignent pour sa vie. Le roi envisage même d'abdiquer en faveur du dauphin. Il rédige un acte d'abdication qu'il confie à sa sœur Marguerite, duchesse d'Alençon, venue le voir. Il ordonne à ses conseillers de se rendre auprès de son successeur. Il veut frustrer l'avidité de Charles Quint en devenant un prisonnier ordinaire dont la rançon n'aurait plus grande valeur. Mais François Ier se rétablit. Les négociations commencent pour sa libération. Charles Quint exige des conditions exorbitantes. Le roi de France doit céder le duché de Bourgogne, renoncer à toutes ses prétentions sur l'Italie, restituer tous les biens au connétable de Bourbon et à ses complices, forcer Henri II de Navarre à abandonner ses droits sur le royaume de Navarre, épouser Éléonore de Habsbourg, sœur de l'empereur. François Ier résiste longtemps. Il refuse catégoriquement de céder la Bourgogne. C'est un territoire français depuis Louis XI qu'il a conquis en 1477 après la mort de Charles le Téméraire. Restituer la Bourgogne à Charles Quint, arrière-petit-fils du Téméraire, serait une trahison envers la France. Les mois passent. L'empereur refuse de négocier. François reste prisonnier. Charles Quint finit par venir voir son prisonnier. C'est leur première rencontre depuis Pavie. « Venez-vous assister à la mort de votre prisonnier ?» demande le roi. « Je viens aider mon frère et mon ami à recouvrer la liberté », répond l'empereur. Mais ce ton de générosité ne se maintient pas. L'ambition et l'intérêt politique étouffent tout autre sentiment chez Charles Quint. Pourtant, des voix s'élèvent pour lui conseiller la magnanimité. Érasme, le grand humaniste, lui écrit pour lui suggérer de libérer François Ier sans condition, de transformer cette victoire en geste généreux qui marquerait l'histoire. Mais l'empereur ne l'écoute pas. Le 16 août 1525, François Ier, redoutant sa propre faiblesse, demande à son notaire et secrétaire Gilberte Bayard de rédiger un texte secret. Dans ce document, le roi déclare que toutes les concessions qu'il fera en vue de sa liberté devront être considérées comme nulles et non avenues. Il les fait sous la contrainte et n'a pas l'intention de les respecter. C'est une protestation juridique destinée à préserver l'avenir. Finalement, le 14 janvier 1526, François Ier cède. Il signe le traité de Madrid. Les conditions sont écrasantes. Il restitue la Bourgogne et le comté de Charolais. Il renonce à tous ses droits sur Naples, Milan, Gênes, Asti, la Flandre et l'Artois. Il épouse Éléonore de Habsbourg. Il réhabilite le connétable de Bourbon et lui restitue tous ses biens. Le connétable sera même dispensé d'hommage féodal pour ses terres et pourra négocier l'acquisition du comté de Provence. Mais la clause la plus douloureuse concerne ses fils. Pour garantir l'exécution du traité, François Ier doit livrer comme otages ses 2 garçons aînés, le dauphin François, âgé de 9 ans, et Henri, duc d'Orléans, âgé de 7 ans. Ces enfants resteront prisonniers en Espagne jusqu'au paiement d'une rançon de 2 millions d'écus d'or et l'exécution des termes du traité. En outre, François s'engage à payer au roi d'Angleterre 500 000 écus que lui devait l'empereur. Le 17 mars 1526, après 13 mois de captivité, François Ier est libéré. L'échange se fait au niveau de la rivière Bidassoa, à la frontière entre la France et l'Espagne. Le roi traverse le fleuve en bateau. Ses 2 fils font le trajet inverse. Ils entrent en captivité alors que leur père recouvre la liberté. François Ier est accueilli à Bordeaux par sa mère Louise de Savoie. Dans le cortège de la reine-mère se trouve Anne de Pisseleu, une demoiselle d'honneur de 18 ans, belle et candide. Elle console immédiatement le roi de ses malheurs et devient la nouvelle favorite. Elle le restera jusqu'à la mort du roi. François Ier reprend les rênes du pouvoir. Mais il n'a aucune intention de respecter le traité de Madrid. Dès son arrivée en France, il fait proclamer par le Parlement de Paris que le duché de Bourgogne est inaliénable, que le traité est cassé et qu'il peut le rejeter. Il invoque le fait qu'il était prisonnier et qu'un homme gardé ne peut avoir d'obligation de foi. Ces promesses ont été arrachées sous la contrainte et sont donc nulles. Charles Quint est furieux. Il accuse François Ier de parjure. Il rappelle que le roi a juré sur les évangiles de respecter le traité. Il a donné sa foi de chevalier. En rompant sa parole, François se déshonore. En mars 1528,
Charles Quint envoie même un cartel de défis au roi de France. Il le traite de félon, de parjure, d'homme sans honneur. François Ier répond qu'il n'a jamais donné librement sa foi à l'empereur puisqu'il était prisonnier. Un vaincu ne doit à son vainqueur qu'une rançon et des otages pour garantir son paiement, pas l'abandon de territoire français. Les fils de François Ier restent donc prisonniers en Espagne. En représailles pour le non-respect du traité, Charles Quint refuse de les libérer. Le dauphin François et Henri passeront 4 années enfermés dans une forteresse au fin fond de l'Espagne. Ils sont traités selon leur rang, mais la captivité marque profondément les 2 jeunes princes. Henri, surtout, en sortira transformé. Cette expérience de l'enfermement et de l'humiliation forgera son caractère sombre et méfiant qui marquera son futur règne. La guerre reprend entre François Ier et Charles Quint. Le roi de France forme la Ligue de Cognac en mai 1526 avec le pape Clément VII, Venise, Florence et Milan. Henri VIII d'Angleterre soutient cette alliance. L'objectif est clair, s'opposer à l'hégémonie impériale en Italie. Les combats se déroulent principalement sur le sol italien. En 1527, les troupes impériales mal payées, commandées par le connétable de Bourbon, marchent sur Rome. Le 6 mai, elles donnent l'assaut. Bourbon est tué lors de l'attaque, touché par une arquebuse alors qu'il montait à l'échelle contre les remparts. Sa mort met fin à la trajectoire du traître, mais ne sauve pas Rome. Les lansquenets allemands, dont beaucoup sont protestants, et les soldats espagnols pillent la ville sainte pendant des semaines. C'est le terrible sac de Rome de 1527, une catastrophe qui choque toute la chrétienté. Le pape Clément VII se réfugie au château Saint-Ange où il est assiégé. La guerre se poursuit pendant 2 ans. Les Français tentent de reprendre pied en Italie, mais sans succès majeur. Les 2 camps sont épuisés financièrement. François Ier veut récupérer ses fils. Charles Quint veut obtenir de l'argent et mettre fin aux hostilités qui ruinent ses finances. Les négociations reprennent. Louise de Savoie, mère du roi, et Marguerite d'Autriche, tante de l'empereur, se rencontrent à Cambrai en juillet 1529. Ce sont 2 femmes politiques habiles qui comprennent que cette guerre ne mène nulle part. Le 3 août 1529, elles signent le traité de Cambrai, surnommé la paix des dames puisque négocié par 2 femmes. Les conditions sont différentes du traité de Madrid. François Ier conserve la Bourgogne. Il renonce définitivement à ses prétentions sur l'Italie, sur Naples, Milan, Gênes et Asti. Il abandonne aussi ses droits sur la Flandre et l'Artois. Il épouse Éléonore de Habsbourg comme prévu. Mais surtout, il paie une rançon de 2 millions d'écus d'or pour récupérer ses fils. Le 1er juillet 1530, après 4 ans de captivité, le dauphin François et Henri sont enfin libérés. L'échange se fait à nouveau sur la Bidassoa. Les enfants traversent le fleuve vers la France. Ils ont 13 et 11 ans. Ils ont perdu une partie de leur enfance dans les prisons espagnoles. François Ier les serre dans ses bras. La joie des retrouvailles est immense. Mais le prix payé est colossal. 2 millions d'écus représentent une somme astronomique. Pour la réunir, le royaume a dû imposer des taxes extraordinaires sur tout le pays. Les bourgeois de Paris ont payé 400 000 écus. L'Église de France a versé 1 300 000 écus. Les bonnes villes ont été taxées lourdement. Toute la France a saigné pour ramener ses princes. François Ier épouse Éléonore de Habsbourg le 7 juillet 1530 dans l'abbaye de Berry, près de Mont-de-Marsan. C'est un mariage politique sans amour. La reine Éléonore reste à l'écart de la vie de cour. Elle n'a aucune influence sur son mari qui continue de vivre avec sa favorite Anne de Pisseleu. Le mariage produit néanmoins un héritier de secours au cas où les fils du premier mariage mourraient, mais cet héritier ne verra jamais le jour. La bataille de Pavie a transformé l'équilibre européen. Elle a stoppé net les ambitions italiennes de la France. François Ier avait rêvé de reconstituer l'empire de Charlemagne, de dominer l'Italie comme les rois français le tentaient depuis 1494. Pavie a brisé ce rêve. L'Italie reste divisée entre différentes puissances, mais la France n'y joue plus le rôle principal. Milan reste sous contrôle espagnol. Naples aussi. Gênes s'allie avec Charles Quint. Seuls quelques petits États comme la Savoie maintiennent des liens avec la France. Charles Quint sort renforcé de cette période.
Malgré les difficultés financières, malgré la coalition contre lui, il a maintenu sa prééminence. Son empire s'étend sur l'Espagne, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Autriche, une partie de l'Italie et les territoires du Nouveau Monde qui commencent à rapporter de l'or et de l'argent. Il est le souverain le plus puissant d'Europe. Son seul véritable rival reste François Ier, mais ce dernier a été humilié et affaibli. Sur le plan militaire, la bataille de Pavie marque un tournant. Elle démontre la supériorité des armes à feu sur la cavalerie lourde traditionnelle. Les arquebusiers espagnols ont massacré les chevaliers français. C'est la fin d'une époque. La chevalerie, qui dominait les champs de bataille depuis des siècles, perd sa primauté. L'infanterie équipée d'armes à feu devient le nouveau pilier des armées. Les généraux européens tirent les leçons de Pavie. Les décennies suivantes verront une transformation profonde de l'art militaire. L'artillerie aussi joue un rôle croissant. Galliot de Genouillac avait presque gagné la bataille avec ses canons avant que François Ier ne charge. Si le roi avait laissé son artillerie achever le travail, l'issue aurait peut-être été différente. Les tacticiens comprennent qu'il faut coordonner l'artillerie avec les autres armes, ne pas neutraliser ses propres canons par des charges de cavalerie mal pensées. Pour François Ier personnellement, Pavie est une blessure qui ne guérira jamais vraiment. Il a connu la gloire à Marignan en 1515. 10 ans plus tard, il a connu l'humiliation à Pavie. Il a été fait prisonnier, enfermé pendant plus d'1 an, contraint de livrer ses fils en otage. Il a dû payer une rançon colossale. Il a perdu ses meilleurs capitaines, ses compagnons d'armes. La fine fleur de la noblesse française est morte autour de lui. Le maréchal de la Palisse, l'amiral Bonnivet, Louis de la Trémoille, René de Savoie, François de Lorraine, tous ces hommes qui avaient combattu pour lui, qui l'avaient servi fidèlement, ont péri ce jour-là. Le roi garde une rancune tenace contre Charles Quint. Les deux hommes se détestent. Leur rivalité personnelle alimente les conflits entre la France et l'Empire des Habsbourg. Ils se battront encore à plusieurs reprises dans les années qui suivent. En 1536, François Ier envahit la Savoie et occupe le Piémont. En 1542, nouvelle guerre. En 1544, Charles Quint envahit la France et arrive jusqu'à Château-Thierry, à moins de 100 km de Paris. Mais aucune de ces guerres ne sera décisive. Les deux empires s'épuisent mutuellement, sans qu'aucun ne parvienne à prendre l'avantage définitif. François Ier cherche des alliés partout où il peut. Il conclut même une alliance scandaleuse avec le sultan ottoman Soliman le Magnifique, un roi très chrétien allié avec le sultan des Turcs. Les autres monarques européens crient au scandale. Comment le roi de France peut-il s'allier avec les infidèles qui menacent la chrétienté? Mais François Ier s'en moque. Son ennemi est Charles Quint et l'ennemi de son ennemi est son ami. En 1543, la flotte ottomane hiverne même dans le port de Toulon, transformant une ville française en base navale turque. Les habitants chrétiens sont évacués pour laisser place aux marins musulmans. C'est une situation incroyable qui montre jusqu'où François est prêt à aller. Sur le plan intérieur, François Ier renforce son autorité. Il centralise le pouvoir royal. Il crée de nouveaux impôts pour financer ses guerres. Il vend des offices, des charges dans l'administration pour remplir les caisses de l'État. Cette vénalité des offices deviendra une caractéristique permanente de la monarchie française. Il développe aussi le mécénat artistique. Si la France ne peut pas dominer militairement, elle brillera culturellement. François Ier fait venir des artistes italiens en France. Léonard de Vinci passe ses dernières années au château du Clos-Lucé, près d'Amboise, comme invité du roi. Il meurt en 1519 dans les bras de François, selon la légende. Le roi collectionne des œuvres d'art italiennes, dont la Joconde qui reste en France. Il fait construire ou agrandir de magnifiques châteaux, Chambord, Fontainebleau, Saint-Germain-en-Laye, Madrid. Il crée le Collège de France pour promouvoir l'humanisme et les nouvelles connaissances. Il encourage l'imprimerie et la diffusion des livres. Ce mécénat culturel est en partie une compensation pour les échecs militaires. François veut être reconnu non seulement comme un roi guerrier, mais aussi comme un prince de la Renaissance, un protecteur des arts et des lettres. Il veut rivaliser avec les Médicis de Florence, avec les papes mécènes de Rome. Il transforme la cour de France en centre culturel brillant qui attire artistes, poètes, humanistes de toute l'Europe. Le dauphin François, fils aîné du roi,
meurt subitement en 1536 à l'âge de 19 ans. Il a bu de l'eau glacée après une partie de jeu de paume et tombe malade quelques jours plus tard. On parle d'empoisonnement. François Ier accuse Charles Quint d'avoir fait tuer son fils. Il n'y a aucune preuve, mais le roi est convaincu. Le comte Sebastiano de Montecuccoli, échanson du dauphin qui lui a servi l'eau, est arrêté et torturé. Sous la torture, il avoue tout ce qu'on veut. Il est écartelé en place de Grève à Paris. Mais son aveu extorqué ne prouve rien. La plupart des historiens pensent que le dauphin est mort de pleurésie ou de tuberculose, pas d'empoisonnement. Quoi qu'il en soit, Henri, le second fils, celui qui a passé 4 ans prisonnier en Espagne, devient dauphin. Il montera sur le trône à la mort de son père sous le nom d'Henri II. François Ier vieillit mal. Les guerres incessantes, les humiliations, la mort de son fils aîné, les maladies le rongent. Il souffre de ce qui est probablement la syphilis, maladie courante à l'époque parmi les hommes de cour aux mœurs libres. Il a des abcès, des fièvres récurrentes. Il prend de l'embonpoint. Le beau jeune homme qui chevauchait fièrement à Marignan est devenu un homme vieillissant et malade. Il meurt le 31 mars 1547 au château de Rambouillet. Il a 52 ans. Son règne a duré 32 ans. C'est Henri II qui lui succède, son second fils, celui qui a grandi dans l'ombre, celui qui a connu la prison espagnole enfant. Henri II hérite d'un royaume épuisé par les guerres et les dépenses somptuaires de son père. Il hérite aussi de la rivalité avec les Habsbourg qui continuera à empoisonner les relations internationales. Que reste-t-il de François Ier ? Un bilan contrasté. Sur le plan militaire, son règne est marqué par 2 événements opposés. La victoire glorieuse de Marignan en 1515 et la catastrophe de Pavie en 1515-1525. Entre ces 2 moments, il y a 10 ans d'intervalle et tout un monde. Marignan représente le triomphe de la chevalerie française, le roi jeune et audacieux qui conquiert l'Italie. Pavie représente l'humiliation, la défaite, la captivité. Ces 2 batailles résument la trajectoire du roi guerrier qui a voulu être un second Charlemagne, mais qui a échoué face à Charles Quint. Les guerres d'Italie, poursuivies par 4 rois français successifs de 1494 à 1559, se termineront finalement par le traité de Cateau-Cambrésis en 1559-1559, sous le règne d'Henri II. Ce traité met définitivement fin aux ambitions françaises en Italie. La France renonce à Milan, à Naples, à la Savoie, à la Corse. Elle ne garde que quelques places fortes comme Calais, repris aux Anglais, et les 3 évêchés en Lorraine. 65 ans d'efforts, des dizaines de milliers de morts, des fortunes dépensées, et au final la France se retrouve quasiment au même point qu'au départ. Les guerres d'Italie ont été un échec stratégique colossal. Sur le plan culturel, l'héritage de François Ier est plus positif. Il a importé la Renaissance italienne en France. Il a transformé la culture française. Les châteaux de la Loire témoignent encore aujourd'hui de cette période faste. Le Collège de France continue d'exister. Les collections royales d'œuvres d'art, augmentées par ses successeurs, formeront plus tard le noyau du musée du Louvre. François a fait du français la langue officielle de l'administration avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539, remplaçant le latin. Cette décision a des conséquences durables sur l'identité française. Pavie reste dans la mémoire collective comme une des plus grandes défaites de l'histoire de France. C'est la journée où tout a basculé. Le matin, l'armée française avait l'avantage. L'artillerie de Galliot de Genouillac massacrait les impériaux. Le soir, le roi était prisonnier et l'armée anéantie. Comment une telle bascule a-t-elle été possible ? La charge inconsidérée de la cavalerie lourde qui a neutralisé l'artillerie française. Le tir dévastateur des arquebusiers espagnols. Le terrain boueux qui a empêché la manœuvre. La sortie de la garnison de Pavie qui a pris les Français à revers. La défection des mercenaires suisses et du duc d'Alençon. Tous ces facteurs combinés ont transformé une victoire probable en catastrophe totale. Les contemporains ont cherché des explications. Certains ont accusé le duc d'Alençon de trahison ou du moins de lâcheté. D'autres ont critiqué la stratégie du roi. Pourquoi avoir chargé alors que l'artillerie gagnait la bataille ? La réponse est dans la mentalité chevaleresque de l'époque. François Ier voulait une victoire glorieuse, une charge de cavalerie digne des chansons de geste.
Il ne voulait pas d'une victoire technique remportée par des canonniers roturiers. Il voulait l'éclat, la gloire personnelle. Cette recherche de la gloire l'a perdu. Galliot de Genouillac, le maître de l'artillerie, survit à la bataille. Il se retire ensuite de la vie militaire active et meurt en 1546. Brantôme, qui l'a connu, rapporte qu'il affirmait que si François Ier l'avait écouté ce jour-là, la bataille aurait été gagnée. C'est probablement vrai. L'artillerie française était en train de détruire l'armée impériale. Quelques minutes de plus et les lansquenets auraient rompu. Mais le roi n'a pas eu la patience d'attendre. Antonio de Leyva, le défenseur de Pavie qui a résisté pendant 4 mois au siège puis a sorti sa garnison au bon moment pour prendre les Français à revers, devient un héros de l'Empire. Charles Quint le nomme gouverneur de Milan. Il meurt en 1536 en Provence alors qu'il commande une armée impériale contre la France. Le marquis de Pescara, l'autre grand artisan de la victoire impériale, meurt jeune en 1525, quelques mois après Pavie, probablement de maladie. Charles de Lannoy, le vice-roi de Naples qui a reçu la reddition de François Ier, continue à servir l'empereur jusqu'à sa mort en 1527. La bataille de Pavie a aussi des conséquences sur l'évolution de l'armement. Les arquebuses, qui ont joué un rôle décisif, deviennent de plus en plus courantes dans les armées européennes. Les mousquets, plus lourds et plus puissants, sont développés. L'infanterie équipée d'armes à feu prend progressivement le dessus sur les autres types de troupes. Les tercios espagnols, formation combinant piquiers et arquebusiers, dominent les champs de bataille du XVIe siècle. Les Français doivent adapter leur doctrine militaire. Ils créent leur propre formation d'infanterie, développent leur artillerie, réduisent progressivement le rôle de la cavalerie lourde. La prise d'un roi sur le champ de bataille reste un événement exceptionnel. Depuis Pavie, aucun roi de France ne sera plus capturé au combat. Les monarques français continuent de mener leurs armées, mais ils prennent moins de risques personnels. Henri II combat encore personnellement, mais ses successeurs seront plus prudents. Louis XIV assiste au siège, mais ne participe pas aux batailles rangées. Napoléon Bonaparte dirigera ses armées depuis des positions relativement sûres, ne s'exposant que rarement au feu direct. Pavie marque donc une rupture. C'est la dernière fois qu'un roi de France combat vraiment au corps à corps comme un chevalier médiéval. François Ier, ce jour-là, s'est battu l'épée à la main, tuant lui-même des ennemis, refusant de fuir même quand tout était perdu. C'était l'attitude d'un chevalier du Moyen-Âge, pas celle d'un souverain moderne. Les rois suivants comprendront qu'ils sont trop précieux pour être exposés ainsi. La capture du roi met tout le royaume en péril. François l'a appris à ses dépens. La défaite de Pavie a aussi des conséquences financières durables. La rançon de 2 millions d'écus, les impôts extraordinaires pour la payer, les guerres qui suivent, tout cela pèse lourdement sur les finances françaises. François Ier emprunte massivement auprès des banquiers italiens et allemands. Il vend des offices, il augmente les taxes, mais les dépenses dépassent toujours les recettes. Son fils Henri II héritera d'une dette considérable. Les petits-fils de François, François II, Charles IX et Henri III, seront confrontés à une crise financière chronique qui contribuera au déclenchement des guerres de religion. On peut se demander ce qui se serait passé si François Ier avait gagné à Pavie, s'il avait laissé Galliot de Genouillac terminer le travail avec son artillerie, si les lansquenets avaient rompu sous le feu des canons, si l'armée impériale s'était débandée. François aurait pris Pavie. Il aurait consolidé son contrôle sur Milan. Charles Quint aurait perdu son principal général, le connétable de Bourbon. L'Italie serait peut-être devenue française. L'équilibre européen aurait été différent. La France aurait été la puissance dominante au lieu de l'empire des Habsbourg. Mais l'histoire ne se fait pas avec des « si ». La réalité est que François Ier a perdu. Il a été capturé. Il a dû abandonner ses ambitions italiennes. Charles Quint a triomphé. L'Espagne et l'empire des Habsbourg ont dominé l'Europe du XVIe siècle. La France a dû attendre le XVIIe siècle et le règne de Louis XIII et Louis XIV pour s'affirmer comme puissance prépondérante. Pavie reste donc une date clé, un tournant, une catastrophe nationale dont les conséquences se sont fait sentir pendant des décennies. Le 24 février 1525, dans la brume matinale de Lombardie, en l'espace d'1 heure, le destin de la France a basculé. Un roi prisonnier, une armée détruite, des milliers de morts, 2 millions d'écus de rançon.
4 ans de captivité pour 2 jeunes princes, l'abandon des rêves italiens. C'est le prix qu'a payé François Ier pour sa charge imprudente, pour avoir préféré la gloire chevaleresque à la prudence tactique. La leçon de Pavie est cruelle mais claire. Les temps changent. La guerre moderne n'est plus celle des chevaliers en armure chargeant lances baissées. C'est celle de l'artillerie, des arquebuses, de la coordination des différentes armes, de la patience tactique. François Ier, élevé dans l'idéal chevaleresque, n'a pas su s'adapter. Il a payé le prix fort. Ses successeurs retiendront la leçon. L'époque de la chevalerie médiévale est révolue. Une nouvelle ère commence, celle de la guerre moderne, de la raison d'État, du calcul stratégique froid. Pavie est la dernière bataille de l'ancien monde et la première du nouveau.